Et je vais commencer, comme Mathieu, par la définition, en fait. Et donc, le délirium, c'est un syndrome clinique caractérisé par l'apparition aiguë d'une dysfonction cognitive avec trouble de l'attention. C'est fréquent en réanimation, ça touche entre 30 et 70% de nos patients. C'est aussi fréquent en post-opératoire, et donc ça nous intéresse aussi pour ce côté-là. Ça touche entre 20 et 60% des patients en post-opératoire. Mais comme cette définition l'indique, c'est un syndrome, comme le SDRA. Et donc, ce n'est pas une maladie. Et donc, c'est la conséquence d'autres pathologies ou situations pathologiques et qui sont très multiples. Et donc, ça va impliquer une physiopathologie qui, elle aussi, est multifactorielle, est complexe, intriquée et pas complètement élucidée non plus à l'heure actuelle, mais que je vais quand même tenter de vous résumer un peu. Et je vais commencer en vous parlant de neuroinflammation et du rôle de la neuroinflammation dans la genèse du délirium. Alors, nos patients en réanimation, ils ont souvent de l'inflammation périphérique. On a parlé dans le topo précédent des DAMPs et des PAMPs qui pouvaient générer cette inflammation périphérique, activer les cellules de l'immunité innée en systémique, qui vont alors se mettre à sécréter des facteurs pro-inflammatoires. Et ces médiateurs pro-inflammatoires vont pouvoir générer des altérations de la barrière hémato-encéphalique qui vont favoriser la diapédèse, notamment des neutrophiles et des monocytes, qui vont alors passer au niveau cérébral. Ça va aussi activer l'endothélium de la barrière hémato-encéphalique, qui va elle-même produire des médiateurs pro-inflammatoires. Et l'ensemble de ces facteurs va va aboutir en tout cas à l'activation de la cellule immunitaire résidente du système nerveux central, qu'est la microglie. Et cette microglie, lorsqu'elle va être activée dans ces conditions-là, elle va donc elle aussi sécréter des facteurs pro-inflammatoires et des facteurs neurotoxiques qui vont induire des dysfonctions et des lésions neuronales qui peuvent être à l'origine de délirium. Ça a été montré dans pas mal d'études expérimentales. Là, je vous en montre une qui est assez caricaturale. C'est un modèle de délirium post-opératoire avec une fracture et une ostéosynthèse chez des souris. Et quand on supprime les microglies chez ces souris avec un traitement qui s'appelle le PLX, et ben en fait, on va corriger, elles vont récupérer une mémoire identique aux souris contrôle qui n'ont pas eu de stress inflammatoire par la fracture, alors que les souris qui ont conservé leur microglie, elles ont des troubles de la mémoire. Donc cette microglie, elle est neurotoxique, mais c'est pas la seule cellule cérébrale à avoir un rôle dans la physiopathologie du délirium. Les astrocytes aussi, qui sont des cellules qui sont importantes pour le support énergétique neuronal, on reverra après, mais qui peuvent réagir à l'inflammation, s'activer eux aussi. Ils vont sécréter notamment des chimiokines qui vont entretenir l'infiltration de cellules périphériques et entretenir toute cette neuroinflammation. Et ils vont aussi avoir directement une activité neurotoxique, source de dysfonction cognitive. Alors ça a été montré aussi en expérimentation animale. Là, je vous montre, c'est un modèle de chirurgie cardiaque chez la souris, où on voit qu'après la chirurgie, et donc après le stress inflammatoire qu'est la chirurgie cardiaque, il y a des modifications de la morphologie des astrocytes qui signent leur activation, et on voit que c'est surtout marqué chez les souris les plus âgées et pas tellement chez les souris les plus jeunes. Et lorsqu'on administre des substances qui permettent de bloquer cette activation astrocytaire, et ben on corrige les dysfonctions cognitives qui étaient mises en évidence sur des tests comportementaux. On va maintenant passer à un deuxième mécanisme physiopathologique qui entre en jeu dans le délirium, c'est la perturbation du métabolisme énergétique cérébral. Alors, les neurones, pour fonctionner, ils ont énormément besoin de glucose et d'oxygène parce qu'ils sont très consommateurs d'ATP. Et puis, il n'y a pas de réserve au niveau cérébral. Donc, il faut que l'apport soit constant pour qu'ils puissent fonctionner de façon optimale. Donc, vous comprenez bien que dès qu'il y a un défaut d'apport en oxygène, par exemple quand il y a une hypoxémie, eh ben, ça va être source de dysfonction neuronale, possiblement de délirium. Pareil, quand il y a une anémie, on réduit l'apport en oxygène au niveau cérébral et donc ça peut être source de délirium. Les hypoglycémies, dans les années 50, il y a eu des études expérimentales chez des volontaires sains où on les mettait en hypoglycémie et ça déclenchait chez ces volontaires sains du délirium.
puis tous les états de choc, les dysfonctions microcapillaires liées au sepsis, le découplage neurovasculaire qu'on peut observer dans certaines pathologies neurologiques. Tout ça va aussi perturber ce métabolisme cérébral et être source de délirium. Avec l'âge, il y a une baisse de l'expression des transporteurs du glucose. Et ça aussi, ça explique en partie que les patients âgés sont plus sensibles au délirium. Et lorsqu'on empêche les astrocytes de rétrocéder du lactate aux neurones, lactate qui est important pour la production d'ATP, notamment, comme je l'ai présenté auparavant, quand les astrocytes sont redirigés vers une fonction inflammatoire plutôt que dans cette fonction de support métabolique, eh bien, ça va être source de délirium. Ça, on peut, alors il y a plusieurs moyens de l'explorer en pratique. Là, je vous ai mis une imagerie PET-FDG qui étudie le métabolisme du glucose. Et on voit que ce métabolisme du glucose, il est diminué chez les patients en délirium par rapport aux mêmes patients une fois que la phase aiguë est passée, qu'ils ont récupéré. Autre mécanisme physiopathologique, la perturbation de la balance des neurotransmetteurs. Alors, pour que le cerveau fonctionne, il faut qu'au niveau neuronal, il y ait des potentiels d'action qui se propagent et qui vont, au niveau des synapses, être transmis aux neurones suivants. Alors, il y a beaucoup de neurotransmetteurs dans le système nerveux central. Je vous ai mis ici les principaux. Et il y a beaucoup d'événements qui surviennent en réanimation qui peuvent altérer la balance de ces neurotransmetteurs et entraîner des augmentations, des diminutions de leur présence. Je voudrais juste attirer votre attention sur 2 points. Premièrement, le rôle important de la iatrogénie dans ce mécanisme-là du délirium, et aussi le rôle important de l'acétylcholine, plus précisément de l'hypocholinergie, avec donc de nombreux médicaments qui sont anticholinergiques, les anémies, les hypoxémies, les hypoglycémies, les immobilisations prolongées et l'inflammation ont été montrés, il a été démontré que c'était source d'hypocholinergie aussi. Et là, je vous montre juste, donc ça, c'est des patients opérés de fracture du col. Et on voit qu'en fait, on peut mesurer dans le sang l'activité anticholinergique par des techniques d'immunohistochimie. Et chez les patients qui présentent un délirium, cette activité cholinergique, elle a un profil différent des patients qui ne présentent pas de délirium, avec un pic de cette activité anticholinergique au moment du délirium. Et tout ça, tous ces mécanismes, là je vous ai parlé d'altération de la fonction neuronale, de la fonction synaptique, mais à la fin, tout ça, ça aboutit à une altération de la connectivité des différents neurones, parce que le cerveau, ce n'est pas des neurones qui fonctionnent tout seuls dans leur coin, c'est des réseaux de neurones. Et autant auparavant, on considérait que le fonctionnement cérébral était basé sur une organisation en aires, autant maintenant, on sait que c'est les connexions entre ces différentes aires qui font la fonction cérébrale, et notamment les fonctions cognitives. Et ces connexions et ces réseaux de neurones, on peut les explorer par IRM fonctionnel ou par EEG en regardant les corrélations statistiques entre les activations de neurones situés en différents endroits du cerveau, et qu'on modélise ça avec des matrices. Et ce qu'on montre dans le délirium, c'est que la connectivité, les connexions et les réseaux de neurones, il y a globalement une diminution de l'intensité de ces connexions, une diminution de la modularité, une diminution de l'intensité globale de ces connexions, et notamment des connexions entre le cortex préfrontal et le cortex singulaire postérieur, ce qui explique les troubles de la vigilance qu'on observe chez les patients en délirium. Donc voilà, cette physiopathologie, elle est complexe, et il y a certains auteurs qui, dans leur revue, la résument comme ça. Alors moi, je vais essayer de vous faire une conclusion un peu plus simple. Donc, nos patients, ils présentent tout un tas de facteurs prédisposants. Le premier, c'est l'âge avancé, qui va déjà entraîner des perturbations
des différents mécanismes que j'ai évoqués précédemment. Avec l'âge, on a des états pro-inflammatoires, des perturbations de l'immunorégulation, on a des altérations de la microcirculation cérébrale, des altérations de la balance des neurotransmetteurs. Et sur ces états prédisposants, va venir se rajouter des agressions aiguës qui vont encore plus aggraver ces troubles et faire basculer le patient dans le délirium. Alors des stress aigus majeurs comme le choc septique ou des lésions cérébrales n'ont pas besoin de facteurs prédisposants, mais néanmoins cette interaction entre les facteurs prédisposants et les facteurs précipitants, c'est un point majeur de la physiopathologie du délirium. Et je vais juste prendre encore 1 minute pour conclure. S'il y a quelque chose que vous devez retenir de cette physiopathologie complexe et multifactorielle, c'est que probablement on n'aura jamais une magic bullet pharmacologique qui permettra à elle seule de traiter le délirium. Et actuellement, on s'intéresse beaucoup, et moi en l'occurrence aussi, à la neuroinflammation, parce que c'est un des mécanismes prépondérants chez les patients de réanimation et en post-opératoire. Et on espère que des thérapeutiques immunomodulatrices pourront diminuer l'incidence du délirium, mais il faudra pour autant pas oublier les autres composantes et les autres causes de délirium. Voilà, je vous remercie de votre attention.